Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Champ des possibles de SEMAE et l'Opinion. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, comme depuis le jour de l'ouverture, c'est-à-dire samedi dernier. Et ce matin, dans le Champ des possibles, je reçois Véronique Louwagie. Alors, vous êtes ministre déléguée au commerce, à l'artisanat, aux PME, à l'économie sociale et solidaire. J'ai pris ma liste parce que vous avez un champ d'action qui est quand même extrêmement large. Bienvenue sur ce plateau, Madame Louwagie. Bonjour à vous. Pour tout vous dire, finalement, je suis la ministre des entrepreneurs. C'est ce que vous pouvez retenir, ce sera plus facile. Des entrepreneurs et un peu de la consommation quand même, parce que vous avez tous ces sujets qui relient l'entreprise, les PME alimentaires et nos concitoyens qui font leurs courses. Voilà, tout à fait. La ministre, je dirais, d'une chaîne qui part de la production à la consommation. Et là, ici, je dirais au Salon de l'Agriculture, qui part de nos agriculteurs en passant par l'industrie pour arriver dans l'assiette de nos citoyens, dans l'assiette des Français. Alors, vous êtes là depuis hier sur ce salon, vous avez fait énormément de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un sentiment sur ce que vous avez ressenti? C'est votre premier Salon de l'Agriculture en tant que ministre. Comment est-ce que vous avez vécu ces dernières heures, ces derniers jours? En premier lieu, je veux saluer, je dirais, ce salon qui est une belle vitrine de notre savoir-faire, de notre excellence. Une vitrine qui met à l'honneur aussi les Françaises et les Français, les agricultrices, les agriculteurs et tous les acteurs qui travaillent avec et pour les agriculteurs et qui, je dirais, dont nous pouvons être fiers parce que ce sont des personnes qui ont un engagement très fort. Et moi, j'ai pu, au travers des échanges que j'ai eus dès hier, mesurer l'engagement très fort d'un certain nombre de personnes qui œuvrent, je dirais, pour améliorer la qualité, pour mettre en avant une excellence, pour développer également tout notre savoir-faire. Et ces rencontres sont très, très intéressantes. C'est également, je dirais, ma présence en qualité de ministre, un soutien à toutes ces agricultrices et ces agriculteurs qui œuvrent pour des produits de qualité. Et qui sont des chefs d'entreprise, puisque vous êtes la ministre des entreprises. Alors, on a un sujet qui nous occupe beaucoup ici au Salon de l'Agriculture, c'est celui des négociations commerciales annuelles. Alors, c'est une spécificité très française. Chaque année, pendant 2 mois, les agriculteurs, les entreprises de transformation, la grande distribution se réunissent, parlent de leur prix, de ce qu'on va appliquer pour l'année suivante, et c'est toujours très très compliqué. On arrive au bout de ces négociations commerciales. Elles se terminent demain soir. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors vous avez raison, c'est une situation qui se présente chaque année. Alors cette année, il y a plusieurs particularités. La première, c'est que ces négociations ont lieu dans un environnement où il n'y a pas de forte inflation, comme l'inflation que nous avons pu connaître ces précédentes années. Et vous savez que l'inflation a un impact évidemment sur le prix et les discussions. Le deuxième point également, c'est que, et vous l'avez souligné au travers de la durée que vous évoquiez, c'est que l'année précédente, nous avions une durée de discussion différente qui était de 2 mois et même d'1 mois et demi pour les PME, alors que cette année, nous sommes revenus dans le dispositif de droit commun à 3 mois. Et puis, il y a un autre élément également particulier cette année et qui influe probablement sur la nature, le déroulement de ces discussions. C'est l'empreinte très fort où un distributeur représente 30%, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, c'est quasiment un tiers des volumes qui sont discutés par un seul distributeur. On parle de Leclerc. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ces discussions sont difficiles, il y a des tensions très fortes. Je rappelle que, en tout cas, les chiffres qui me sont remontés il y a quelques jours faisaient état qu'au niveau des grandes entités, des grandes firmes, seulement 40-50% des contrats étaient il y a quelques jours signés. C'était un petit peu plus au niveau des PME, environ 80%, mais encore un taux de retour relativement faible au regard de la date à laquelle nous sommes arrivés. Il y a des tensions fortes avec des demandes et nous devons en tout cas nous être vigilants, moi en qualité je dirais de ministre, être très vigilants sur faire en sorte que nous ayons une répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire qui protège les uns et les autres. Je rappelle que ces négociations résultent de loi Egalim, que la loi Egalim a vocation à protéger le revenu des agriculteurs, mais à faire en sorte, et nous devons être vigilants, que nos industries aient aussi un maintien de compétitivité et une rentabilité qui leur permettent d'investir. Voilà, nous avons besoin
à la fois d'agriculteurs qui aient une rémunération correcte. Nous avons besoin d'une industrie qui ait une rentabilité qui permet à notre industrie de renouveler son outil de production, d'être compétitive par rapport aussi aux industries européennes, autres étrangères. Et nous avons aussi besoin d'une distribution qui soit compétitive et qui réponde aux attentes des consommateurs. Voilà, donc moi j'appelle, parce que les tensions sont tendues, c'est difficile, en tout cas ce sont les remontées que j'ai aujourd'hui, j'appelle à une véritable équipe de France de l'agroalimentaire parce que nous avons besoin des uns et des autres et nous avons besoin d'un équilibre et d'une répartition juste de la valeur dans cette chaîne alimentaire. Alors il y a beaucoup de discours qui sont en train de monter là, dans l'espace public pour dire qu'il faut revenir sur Egalim, remettre encore une fois ces lois sur le métier du législateur. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il faut y revenir? Est-ce qu'il faut améliorer? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être aussi alléger un peu tout le carcan des normes qui s'est créé depuis des années autour de ces négociations commerciales? Comment est-ce que vous envisagez, vous, la réforme Egalim? Alors effectivement, vous avez raison, il y a un projet de loi Egalim, qu'on peut qualifier d'Egalim 4, qui est en cours de préparation, suite notamment à des travaux parlementaires qui ont été conduits, notamment, on va dire, 3 rapports, donc le dernier par 4 députés dans le cadre d'une mission d'information de la Commission des affaires économiques, qui fait état d'un certain nombre de propositions. Tout est toujours perfectible. À un moment donné, nous devons tirer un état des lieux, une situation de ce que nous connaissons pour améliorer. Nous tirons d'ailleurs des enseignements de la manière dont se déroulent ces négociations commerciales. Nous ferons un état des lieux et la manière dont se déroulent les négociations commerciales vont pouvoir influer sur ce qui pourra être mis dans ce projet de loi Egalim. Le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que, et je l'ai entendu tout à l'heure dans le cadre d'échanges avec un certain nombre d'acteurs, les acteurs appellent aussi un respect de la manière dont s'opèrent les négociations commerciales, un respect des lois précédentes et notamment de la dernière loi Egalim. Et de ce côté, j'indique que la DGCCRF conduit des contrôles, va conduire des contrôles pour vérifier tout simplement le respect de la loi. Ce seront à peu près 1000 contrats qui seront, au moins 1000 contrats qui seront contrôlés. Cela concerne à peu près 200 fournisseurs et cela représente 60% des volumes. Et j'aurai une attention très particulière, j'ai demandé d'ailleurs à ce que la DGCCRF ait une attention très particulière sur tout ce qui concerne les PME, qui n'ont pas forcément, je dirais, toute une organisation juridique suffisamment importante et au même niveau que des grandes firmes. Voilà. Et je ferai en sorte qu'également, au niveau de ces contrôles, ces contrôles portent sur le contenu des contrats, sur le respect de la date butoir, comme celle que vous évoquiez en préalable, mais également sur la manière dont les négociations commerciales se conduisent. Voilà, faire une attention particulière et veiller à ce qu'il n'y ait pas de menaces, de chantage, et que nous ne soyons pas dans une situation de déséquilibre flagrants qui ne permettent pas en tout cas d'aboutir à des négociations et à des prix impactants et donnant une juste rémunération aux uns et aux autres et une juste répartition de la valeur entre l'ensemble des acteurs. Vous parlez de menaces, de chantage, ce sont des mots graves. Il y a aussi beaucoup d'accusations qui sont portées par les professionnels de l'agroalimentaire sur les centrales d'achat qui échappent au contrôle du législateur français ou de la justice française parce qu'elles sont parties au-delà de nos frontières. Est-ce que ça, c'est un sujet de préoccupation pour vous? On sait que les grands distributeurs ont par exemple des centrales d'achat qui sont à Bruxelles et ce qui leur permet de s'affranchir d'une partie des contraintes. Alors ça, comment vous l'envisagez-vous en tant que ministre? Alors, dans le cadre des contrôles que j'évoquais, rappelez que toutes les centrales, qu'elles soient françaises ou européennes, seront contrôlées. La DGCCRF fait un certain nombre de contrôles. Derrière, il y a des sanctions d'ailleurs qui ont été déjà en 2024 prononcées, des sanctions administratives à l'égard de 2 centrales. Il y a également toute une procédure qui est engagée, que je suis avec beaucoup d'attention, à l'égard d'une centrale qui a essayé,
je dirais, de se mettre sous un autre droit que le droit français. Donc la procédure est engagée, il y a des recours qui sont actuellement organisés, en cours, et qui répondent à une procédure judiciaire classique. Et je veux simplement préciser que en début d'année 2024, la Cour d'appel d'ailleurs nous a donné raison en disant que c'était bien le droit français qui devait s'appliquer, alors qu'effectivement un distributeur essayait de se mettre sous un autre droit que celui du droit français. Voilà, vous dire que nous sommes très attentifs à cette situation, je le serai particulièrement, que toutes les centrales seront contrôlées dans le cadre des contrôles qui seront conduits dès dimanche matin. Alors parlons maintenant de nos PME de l'agroalimentaire. C'est un grand sujet ici. Ce sont des grandes clientes de l'agriculture française. C'est deux mondes qui marchent ensemble, alors avec plus ou moins de heurts, mais enfin qui marchent ensemble. Dans quel état de santé est-ce qu'elles se trouvent? Elles se plaignent beaucoup d'avoir eu des marges très écrasées, d'avoir été aussi affectées par les prix de l'énergie. Ça s'est un petit peu calmé, mais enfin ils sont quand même encore toujours assez élevés. Et elles disent, on nous demande beaucoup de transition, etc. On a du mal à les financer. Comment est-ce qu'on peut soutenir tout ce terreau qui est précieux, qui est dans nos territoires, qui valorise des produits locaux? Comment est-ce qu'on peut soutenir tout ce terrain de petites entreprises qui ont besoin peut-être d'un cadre légal, en tout cas plus favorable? Alors vous avez raison, l'industrie agroalimentaire d'une manière générale, c'est un vrai savoir-faire et nous devons faire en sorte de les soutenir, de préserver cette industrie en France. Je rappelle que c'est un petit peu moins de 500 000 emplois, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires et c'est la vitalité de nos territoires également. Nous avons des entreprises qui sont sur l'ensemble des territoires. Les PME ont toute leur place, je rappelle que c'est quasiment 98% de l'industrie agroalimentaire qui sont constituées par des PME. Certes, aujourd'hui, il y a une certaine souffrance, une certaine inquiétude concernant ces PME de l'agroalimentaire, avec des résultats en 2024 qui sont en diminution pour environ les 2/3 de ces entreprises, et une perte de compétitivité qui est constatée depuis 20 ans. Donc il nous faut soutenir notre industrie agroalimentaire, nos PME, pour que ces entreprises puissent renouveler leur outil de production, puissent répondre à tous les enjeux, ces défis, je dirais, en matière environnementaux, en matière climatique, en matière d'attente par rapport aux consommateurs. Et pour pouvoir réaliser ces investissements, renouveler l'outil productif, il faut que nos entreprises aient une rentabilité. Et là, nous intervenons dans tout le sujet de la compétitivité. Donc ces entreprises doivent être soutenues. C'est l'objet de la démarche, en tout cas, et probablement de la révision au travers Egalim 4, pour faire en sorte que nos industries bénéficient d'une juste répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut encore mettre un accent plus fort sur la transparence et l'origine des produits. L'industrie agroalimentaire doit participer également à une demande assez forte des consommateurs. Et là, je reviens un petit peu sur ma casquette, je dirais aussi ministre de la Consommation, où il y a une attente très forte en matière de transparence. Il y a un dispositif Origine Info qui a été mis en place. Deux grands fournisseurs, deux grandes marques vont entrer dans ce dispositif dans quelques jours, Panzani et Bonduelle. Et tout ceci participe aussi à mettre en avant nos entreprises françaises. Troisième point, il y a un fonds de soutien agroalimentaire qui a été annoncé par Marc Ferracci avec la ministre de l'Agriculture Annie Genevard il y a quelques jours, 500 millions d'euros, dont 150 de fonds publics, pour permettre un soutien à nos entreprises françaises, pour permettre aussi la transmission, la reprise de ces entreprises et faire en sorte que nos PME continuent à avancer et puissent se transformer et évoluer et se développer encore plus. Et puis il y a un autre point également, il y en a beaucoup d'autres, mais un autre point en matière de simplification. Je suis très attentive à tout ce qui concerne la simplification. La plus coûteuse des dépenses dans une entreprise, c'est la perte de temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le poids des normes, la réglementation, l'instabilité réglementaire qui représente un certain coût. Je rappelle qu'au niveau français, en macroéconomie, c'est 3% du PIB. Et en matière de simplification, nous devons également apporter une réponse pour que la norme soit proportionnée au niveau des entreprises et notamment des PME. C'est ce que vous avez entendu dans vos différents échanges ici avec les entreprises agricoles, agroalimentaires, simplifier les normes et les contraintes? Oui, je pense que s'il y a un point que j'ai entendu assez souvent, c'est simplification,
proportion finalement de la norme par rapport à la taille de l'entreprise, un peu de bon sens, de pragmatisme. Un deuxième sujet qui est revenu également, c'est tout ce qui concerne la transmission, la reprise. Je rappelle que dans les 10 ans qui viennent, nous aurons à peu près 700 000 entreprises en France, alors pas uniquement industrie agroalimentaire, dont, pour lesquelles les chefs d'entreprise vont arriver à un âge de départ à la retraite. Donc on a un vrai enjeu. Je rappelle par ailleurs qu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur deux qui n'est pas reprise, qui n'est pas transmise. Donc il y a un vrai enjeu et c'est un point également que j'ai souvent entendu dans le cadre des échanges avec les différents acteurs sur ce salon. Il y a un autre sujet alors qui est l'autre bout de notre chaîne, c'est celui des consommateurs. On a eu récemment un débat sur les titres restaurants. Alors ça, c'est une façon qu'ont les entreprises d'aider leurs salariés à se nourrir le midi. Ces titres restaurants, ils ont pris au fil du temps une autre destination que celle qui était initialement prévue, c'est-à-dire soutenir la pause déjeuner. Les Français les utilisent beaucoup pour faire leurs courses. Ça semble répondre quand même à un besoin d'amélioration de leur pouvoir d'achat. C'est encore possible pour 1 an, pour 2 ans, mais il va falloir revenir sur ce dispositif. Alors comment est-ce que vous envisagez le futur rôle de ces titres restaurants? Est-ce qu'il faut ouvrir le dispositif, le refermer? Enfin, comment vous envisagez cette réforme qui, vous l'avez dit, va arriver? Alors le titre restaurant initialement était réservé aux salariés qui n'ont pas de restauration collective, de cantine, pour effectivement se restaurer dans les restaurants. Petit à petit, et notamment au moment de la crise sanitaire, au moment de la période du Covid, il a été ouvert pour des achats alimentaires non directement consommables, donc à des achats de produits dans les épiceries, riz, farine, pâtes, etc. C'était un dispositif dérogatoire qui a fait l'objet d'une reconduction de la dérogation. Et cette dernière reconduction de dérogation, c'était en janvier dernier jusqu'au 31 décembre 2026. Parce qu'effectivement, ces titres restaurants qui concernent aujourd'hui 5,4 millions de salariés est très apprécié. C'est un dispositif vraiment que les salariés veulent voir maintenir. Et 98% de ces utilisateurs de titres restaurants souhaitent que cette dérogation soit poursuivie. Donc nous travaillons en concertation avec l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des salariés, des employeurs, parce que je rappelle que les employeurs contribuent au financement de ces titres restaurants, des restaurateurs et de tous les boulangers, les épiciers également tout autour, et les émetteurs. Nous avons engagé une concertation pour voir comment pouvait évoluer ce titre restaurant et pour trouver une destination, je dirais, définitive et sortir de cette dérogation. Il y a un certain nombre de sujets qui sont portés. La dématérialisation complète de ces titres restaurants. Aujourd'hui, c'est 70% des titres qui sont dématérialisés. Un point qui est de savoir si cette dérogation d'ouvrir aux aliments alimentaires, enfin aux aliments non directement consommables est maintenue. Il y a une volonté très forte, comme je le disais. Un point également sur la transparence des commissions au niveau des émetteurs, parce que c'est un sujet qui nous revient de manière importante, avec des différences notoires, des coûts quelquefois et des fortes commissions. Donc c'est un point également. Il y a un élément aussi qui concerne la gouvernance du Centre national des titres restaurants. Voilà, donc j'ai réuni toutes les parties concernées il y a quelques semaines maintenant. Nous conduisons maintenant un certain nombre de discussions en bilatéral, d'échanges, et j'ai indiqué que dès cet été, en tout cas j'espère dès cet été, pouvoir donner déjà des indications, une ligne conductrice et un fil conducteur pour permettre de sortir de ce mécanisme dérogatoire et de donner du temps aux émetteurs, aux restaurateurs ou à l'ensemble des partenaires de se préparer avant le 31 décembre 2026. Ce sujet, il est peut-être un peu lié aussi à ce débat sur la sécurité sociale de l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut aider nos concitoyens à avoir des pratiques de consommation qui répondent mieux à leurs besoins ou aux enjeux de santé? Est-ce que vous liez les deux sujets ou est-ce que ce sont deux sujets totalement différents? Je pense que ce sont deux sujets totalement différents. En revanche, il faut continuer à avoir une forme d'éducation très importante sur tout ce qui concerne l'alimentation, parce que derrière, il y a des effets nutritionnels, il y a des effets en matière de santé, et nous le voyons très bien. Par exemple, je pense à tout ce qui concerne les fruits et légumes, où nous voyons une diminution de la consommation des fruits et légumes, et j'étais ce matin avec les acteurs de la filière des fruits et légumes qui me sensibilisaient sur cette question. Et effectivement, nous devons
avoir des mécanismes aussi de transparence, d'éducation très forte. Et tout ce qui participe à la transparence, à l'origine info, est également très souhaité par les consommateurs. Donc je pense qu'il faut aussi entendre de manière importante les consommateurs et d'apporter une réponse, parce que ça participe aussi à une meilleure éducation en matière de nutrition. Merci beaucoup Véronique Louwagie pour cet entretien. Je vous souhaite une bonne journée. Votre journée n'est pas terminée. Vous avez encore beaucoup de gens à rencontrer sur ce salon. Quant à moi, je vous retrouve demain ici au même endroit et à la même heure et je recevrai Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Bonne journée à tous sur ce salon de l'agriculture.